Elle entra dans le cockpit comme si le ciel lui appartenait. Piloter un oiseau de métal géant n'était plus un simple travail, mais un art de la performance. La cabine était sa scène, les commandes, ses accessoires, et chaque décollage, manœuvre et atterrissage était un acte parfait dans une pièce qu'elle seule pouvait diriger. Alors qu'elle s'installait dans son siège, elle jeta un coup d'œil à son copilote, qui semblait s'entraîner à afficher son air « Je suis un pilote confiant ». Visiblement, ça ne marchait pas. Elle retint un rire et prit la liste de vérification. « Voyons si notre bébé a bien dormi cette nuit », plaisanta-t-elle, en cochant les éléments avec brio. Hydraulique, vérifié. Carburant rempli comme le réservoir d'un adolescent la nuit du bal de promo. Instrument, plus lumineux que mon avenir. Son copilote, essayant de suivre son humeur, ajouta « Et la météo est aussi bonne que mon dernier bilan de santé ». Elle lui lança un regard qui aurait pu faire cailler du lait. Les passagers embarquaient, un murmure de somnolence matinale remplissant la cabine. Elle regarda son copilote. Il croisa brièvement son regard avant de détourner les yeux, visiblement mal à l'aise. Avec les réglages du système de communication, elle régla les fréquences, ses doigts sûrs et stables. « Tour Phoenix, vol 217 prêt au départ », annonça-t-elle dans son casque, son ton aussi professionnel que d'habitude. « Vol 217 autorisé au décollage », grésilla la réponse de la tour. Les moteurs rugirent, un son plus réconfortant pour elle que n'importe quelle berceuse. D'une légère poussée sur la manette, la bête s'éveilla, impatiente de s'affranchir de la gravité. Alors qu'il profitait de la montée en douceur, la sérénité fut brusquement interrompue par les bips urgents de la console. Un avertissement du système anti-collision. Ses yeux étaient fixés sur le radar, où un intrus s'approchait rapidement de leur espace aérien. « Trafic entrant », nota-t-elle, les yeux plissés sur le radar. Sa main s'arrêta sur le manche, prête à agir, tandis que le copilote scrutait l'écran. Il est sur une trajectoire de collision. La situation était critique, elle devait tout contrôler. Elle tendit alors la main vers l'interrupteur du pilote automatique, geste vif et sûr. Mais même lorsqu'elle l'éteignit, le système de la console ne répondit pas. « Vraiment », s'exclama-t-elle, une pointe de panique dans la voix. Elle l'actionna de haut en bas, plus fort et déterminé. Les secondes s'écoulaient, chacune d'elles étant cruciale. Son regard se porta sur les voyants du tableau de bord, tous allumés, narguant ses efforts. L'affichage clignotait, comme si une force invisible jouait avec les systèmes de l'appareil. Dans une dernière tentative, elle frappa la console de la paume. Le bouton céda enfin avec un déclic réticent, les lumières s'éteignant une à une. « Ça y est », souffla-t-elle, un soulagement l'envahissant pendant une fraction de seconde. Ses mains agrippèrent aussitôt le manche, le serrant tandis qu'elle faisait une manœuvre brusque. L'avion hors de contrôle passa devant elle, son cœur battait la chamade alors qu'elle stabilisait l'appareil qui était trop proche, son copilote souffla. « Trop près, ça ne compte pas », répondit-elle sèchement, son attention déjà revenue sur les commandes. Elle redressa leur trajectoire, l'adrénaline du moment retombant aussi vite qu'elle était montée. Ils atterrirent sans incident, les roues touchant le sol avec aisance. L'incident évité de justesse fut officiellement consigné, mais l'enregistrement numérique ne montrait aucune trace de la rencontre. Un fantôme dans la machine, comme si ça n'était jamais arrivé, observa son copilote en faisant défiler les journaux. « Sauf que c'est arrivé », le corrigea-t-elle doucement. En arrivant à la porte d'embarquement, la porte de la cabine s'ouvrit et les passagers débarquèrent, excités d'être arrivés sains et saufs. Elle resta dans le cockpit pour consigner les détails de cet incident dans un rapport. L'incident lui trottait dans la tête tandis qu'elle traversait l'aéroport, une énigme à résoudre. Mais, avec le prochain vol déjà en embarquement, elle se força à passer à autre chose. Après tout, personne n'avait été blessé, elle était une héroïne. Alors qu'elle entrait d'un pas assuré dans le cockpit du prochain avion, les panneaux familiers l'accueillirent comme de vieux amis après une journée difficile. Une fois le dernier passager installé, elle a lancé d'un geste assuré les vérifications pré-vol. « Très bien, voyons si le reste de la journée peut être un peu moins mouvementé », plaisanta-t-elle à son nouveau copilote, qui répondit par un rire nerveux. Ils avaient entendu parler de ce qui s'était passé lors de son dernier vol. Tout le monde dans la compagnie aérienne était au courant. Alors qu'ils prenèrent de l'altitude, tout semblait normal. Le ciel était dégagé et l'avion ronronnait, fendant l'air avec aisance. Alors qu'ils approchèrent de Salt Lake City, un invité indésirable surgit, cette fois sans être sur le radar, mais sur sa jauge de carburant. The needle dipped ominously. Impossible, marmonna-t-elle, ses yeux passant de la jauge à ses instruments de vol. Elle avait vérifié visuellement que le réservoir était à moitié plein avant le départ. On dirait qu'on tourne aux vapeurs, dit son copilote en déglutissant péniblement, les yeux rivés sur l'aiguille qui chutait. Est-ce qu'on le signale ?
Elle répondit sèchement en prenant la radio. « Mayday, Mayday, vol 217. Nous suspectons une fuite de carburant et demandons un atterrissage d'urgence. » La tour de contrôle répondit vite, indiquant un champ de maïs désert, plus fait pour les épouvantails que pour les avions, comme zone d'atterrissage la plus proche. Se tournant vers l'interphone de la cabine, elle parla avec une clarté autoritaire. « Mesdames et messieurs, un léger souci technique avec nos jauges de carburant nous oblige à un arrêt bref et imprévu. Merci de rester assis et attachés. » Une légère panique parcourut la cabine. Elle fut rapidement maîtrisée par les agents de bord qui descendirent les allées, rassurant les passagers et vérifiant chaque ceinture de sécurité. À l'approche du sol, elle resta calme, les mains stables malgré son cœur qui s'emballait. L'atterrissage fut tout sauf doux, l'appareil cahotant alors qu'il labourait le champ de maïs ou autre chose. C'était maîtrisé, chaque secousse témoignait de son habileté. Lorsque l'avion s'arrêta enfin dans un crissement, un lourd silence enveloppa la cabine. Les passagers et l'équipage, stupéfaits, restaient immobiles, la tension palpable. Bientôt, les sirènes brisèrent le silence, s'intensifiant à l'approche d'un convoi d'ambulances et de camions de pompiers. Elle fut la première à sortir dans l'air vif, suivie par le reste de l'équipage et des passagers. Leur soulagement et leur incrédulité étaient visibles alors qu'ils montaient en silence dans les navettes, attendant d'être emmenés en sécurité. Après le départ des derniers passagers, l'équipe technique au sol se précipita autour de l'appareil. L'inspection rapide du réservoir révéla la vérité. Il était aussi plein qu'à Denver. Elle le regarda, perplexe. L'équipe de maintenance de la compagnie aérienne a suggéré un problème de capteur, une explication trop simple qui ne la rassura guère. Un problème, répéta-t-elle, d'un ton sceptique. Elle signait les documents nécessaires, ou autre chose. Elle se tenait au centre du champ de maïs, la silhouette massive de l'avion projetant une longue ombre sous le soleil. Son esprit s'emballait, à la fois à cause des événements du jour et des doutes persistants sur ce qui lui arrivait. Les vols. Quelque chose cloche. Et ce ne sont pas seulement les capteurs, murmura-t-elle pour elle-même. Son vol suivant, quelques jours plus tard, était complet. La cabine était animée par le bourdonnement des voyageurs excités et le cliquetis des ceintures de sécurité qu'on bouclait à mi-vol. Alors que les passagers étaient blottis dans leurs sièges, les yeux rivés sur les écrans ou fermés pour se reposer, l'avion a tremblé. Le pilote automatique a commencé à défaillir sur sa console, la trajectoire a dévié inexplicablement, une dérive silencieuse vers le danger. « Nous dévions de la trajectoire », annonça-t-elle, sa voix calme, mais son esprit s'emballait alors que l'affichage de navigation racontait une histoire de catastrophe imminente. L'avion se dirigeait droit vers une chaîne de montagnes qui se dressait comme des géants en embuscade. Sans avoir le temps de se demander pourquoi, elle passa à l'action, ses mains agrippant les commandes manuelles. « Tiens bon », murmura-t-elle, presque pour elle-même, alors qu'elle désactivait le pilote automatique d'un geste décidé. Le système protesta, une série de bips et de clics résonnant presque comme un désaccord. L'appareil réagit à son toucher, bien que réticent. Hors du cockpit, des traînées vertes et brunes des sommets défilaient rapidement. Les passagers hurlaient, les hôtesses et stewards pleuraient, et son copilote s'était fait dessus. Après avoir redressé et stabilisé l'avion, un murmure prudent de soulagement emplit la cabine. Elle rassura les passagers par l'interphone, sa voix mêlant professionnalisme et chaleur. « Mesdames et messieurs, nous avons eu un léger souci de navigation, mais votre sécurité reste ma priorité et nous sommes de nouveau sur la bonne trajectoire. » De retour au sol, l'analyse post-vol était moins rassurante. Les journaux de données, neutres, n'indiquaient aucune anomalie du pilote automatique. Selon la mémoire numérique, le vol était calme, sans incident, parfaitement sur la trajectoire. « Je n'invente rien », insista-t-elle lors d'un débriefing avec ses supérieurs. « Quelque chose ou quelqu'un trafique l'appareil que je pilote », poursuivit-elle, la voix ferme. Malgré la tension, elle fut menée dans un bureau moderne où l'attendait le directeur de la compagnie aérienne. Son expression impénétrable accentuait la gravité du moment. Elle s'assit en face de lui, la posture raide, se préparant à l'impact de ses paroles. « J'ai examiné les rapports et journaux de vos vols », commença-t-il d'une voix égale. « Je m'inquiète des différences entre vos propos et ce que rapportent les journaux. » Elle écouta, la mâchoire se serrant à chaque mot. « Chaque incident que j'ai signalé a eu lieu. J'ai tout fait pour assurer la sécurité des passagers et de l'appareil. » Il fronça les sourcils en la regardant. « Les données contredisent vos affirmations et suggèrent des erreurs de jugement. Nous voyons ici une récurrence que nous ne pouvons pas ignorer. » Son cœur se serrait à chaque mot. La pièce semblait se refermer autour d'elle, l'air s'épaississant comme pour l'étouffer. « Vous êtes suspendu avec effet immédiat. »
Alors qu'elle se levait, une main ferme sur son épaule l'arrêta. 2 agents de sécurité, au visage impassible, étaient à ses côtés. « Veuillez nous suivre », dit l'un d'eux, sa voix dénuée d'émotion. Ils l'escortèrent dans le bureau animé, ses collègues détournant les yeux, des chuchotements emplissant l'air comme une brume toxique. Devant son casier, on lui demanda de remettre son badge de sécurité et tout document classifié en sa possession. En descendant le couloir, chaque pas lui semblait plus lourd, sa carrière et sa crédibilité lui étant arrachées à chaque claquement de ses talons sur le sol dur. Au moment où elle atteignit la sortie, le bip familier de son téléphone brisa le lourd silence. Elle le sortit, un message s'affichant sur l'écran, provenant d'un numéro inconnu. « Tu es le problème. Arrête de mentir. » Les mots la frappèrent comme une gifle glacée, la figeant sur place, son esprit vacilla. Quelqu'un orchestrait-il ces événements? Était-elle visée? Mais pourquoi? Après sa sortie glaçante du siège, le brouhaha habituel de la vie sembla s'estomper autour d'elle, la laissant dans une bulle de silence étrange. Alors qu'elle rentrait chez elle en traînant les pieds, elle fit défiler l'écran de son téléphone et se rendit compte qu'il n'était plus un appareil de confiance. Des messages à sa sœur pour un café devenaient de folles théories de complot sur la surveillance gouvernementale. Devant son latte, des emails à des amis sur des projets du week-end devenaient des divagations sur des extraterrestres au brunch. « Ce téléphone est possédé », marmonna-t-elle, s'attendant presque à ce qu'il ricane en retour. Le lendemain matin, les chaînes d'information nationales se régalaient de la saga du pilote dérangé, diffusant ses manœuvres de vol maladroites, avec en prime des spéculations psychiatriques. Voir sa réputation s'effondrer en direct à la télévision était loin d'être agréable. « Montrez au moins mon bon profil », grommela-t-elle devant l'écran, sa situation oscillant entre un thriller et une mauvaise sitcom. Dans un rare moment de calme, son téléphone sonna à nouveau. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Mais par pure curiosité, la pilote déchue décida de répondre. Un journaliste d'investigation était à l'autre bout du fil. Il semblait sincère et étonnamment normal. « J'ai suivi votre histoire, quelque chose cloche. Je crois que vous êtes ciblé. » expliqua-t-il. Une vague de soulagement la submergea. Enfin, quelqu'un prêt à écouter, avide de tout partager, elle commença à raconter son histoire, les mots se précipitant dans un flot désespéré. Au milieu de sa phrase, elle réalisa qu'il continuait à parler, ignorant totalement ses réponses. Un rapide coup d'œil à son téléphone glaça son cœur. L'icône du micro coupé la fixait, moqueuse. « Sérieusement », lâcha-t-elle, tapant furieusement sur l'écran pour réactiver le micro. Le téléphone refusait de coopérer, ses tentatives de communiquer étant bloquées par l'appareil. « Vous m'entendez maintenant » cria-t-elle, frustrée en tapotant sur son téléphone traître. Mais cela ne servait à rien. Son appareil semblait l'avoir trahi. Ignorant tout de son combat technologique, la journaliste mit fin à l'appel. « Je vais approfondir et revenir vers vous. On va régler ça. » Il promit, puis la ligne coupa. Elle resta là, seule, criant dans un appareil qui ne répondait plus. Frustrée et plus isolée que jamais, elle vit la vérité. Chaque voix numérique était truquée, chaque ligne était sur écoute, chaque message était déformé. Dans un monde où sa voix était réduite au silence par des fils et des ondes, elle se tourna vers ses derniers alliés fiables, le stylo et le papier. Elle s'enferma dans son appartement plusieurs jours, entourée de murs recouverts de notes, de coupures de journaux, reliés par des fils rouges. Elle seule pouvait faire le lien. Sa main courait sur le papier, notant chaque détail, ses vols, les défaillances du système, les rapports falsifiés. Si le numérique était le champ de bataille, l'analogique était son épée. En chargeant sa voiture et en raffermissant sa détermination, elle serra l'enveloppe remplie de ses documents, sa vérité, prête à être envoyée à travers le pays. À la poste locale, les portes automatiques émirent un petit bruit accueillant, offrant un bref moment de réconfort dans le parfum familier du papier et de l'encre. En attendant dans la file, tenant l'enveloppe précieusement, elle remarqua les affiches sur les murs, vantant des livraisons rapides et intégration numérique fluide. Son regard se fixa sur une affiche célébrant les systèmes entièrement automatisés de la poste. « Sécurisés et efficaces », proclamait-elle fièrement. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Sécurisé, pour qui ?» La question résonna dans sa tête lorsqu'une prise de conscience brutale la frappa, aussi claire que la turbulence qui l'avait jadis presque fait s'écraser. Poster son enveloppe ne l'enverrait pas à New York, cela la plongerait dans un vide numérique. Elle se retourna brusquement, le grincement de ses chaussures perçant le silence comme une sirène qui s'élance dans l'air du matin. Elle marmonna pour elle-même, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même. » Décision prise, elle entama son voyage à travers le pays, l'enveloppe cruciale solidement attachée à côté d'elle, tel un copilote délicat.
Les ennuis commencèrent immédiatement, juste à la sortie de la ville. Le système de navigation de sa voiture rendit l'âme, peut-être saboté par les mêmes forces qu'elle tentait de dénoncer. Elle utilisa des cartes en papier qui claquaient dans la brise de ses fenêtres ouvertes. Au fil des kilomètres, sa radio oscillait entre des grésillements et des bribes de rock classique, chaque parole de chanson prenant désormais une connotation sinistre. Chaque respiration, chaque geste, « Je te surveillerai » chantonnait une voix depuis les haut-parleurs, transformant ce vieux tube en une menace glaçante. Son téléphone se montra tout aussi peu fiable. Chaque appel échouait par des coupures ou un silence angoissant, comme si ses supplications étaient dévorées par le vide. Frustrée, elle jeta le téléphone sur le siège passager, où il atterrit face contre le siège, abandonné. Elle arriva à New York, fatiguée mais résolue, son véhicule couvert de la crasse de milliers de kilomètres. Il s'arrêta en tout sautant devant l'imposant immeuble de verre du journal. En entrant dans le hall, l'air frais ne calma pas ses nerfs à vif. Elle s'approcha de la réception, affrontant la dernière barrière, une secrétaire dont le sourire était aussi crispé que son chignon soigneusement coiffé. « Je dois voir le journaliste pour un article sur lequel il travaille », dit-elle d'une voix rauque et fatiguée par le trajet. « Je suis désolé, sans rendez-vous », commença la secrétaire, son ton sec indiquant clairement la fin de la discussion. Poussée par le désespoir, elle tendit l'enveloppe usée. « Merci de lui remettre ceci, c'est important. » La secrétaire prit l'enveloppe avec une expression neutre, ses yeux ne trahissant rien. « Je vais voir ce que je peux faire. » Sa supplique resta en suspens, portée par l'urgence de sa mission et les innombrables kilomètres parcourus pour venir ici. Elle traversa la rue et se glissa dans un petit café, le genre d'endroit qui semblait épargné par le tourbillon de sa crise. Commandant un café, noir, sans sucre, elle s'installa près de la fenêtre, les yeux rivés sur l'immeuble du journal de l'autre côté de la rue. La vapeur de son café voilait momentanément son visage, créant un bref répit. Alors qu'elle observait les allées et venues de l'immeuble, chaque personne entrant ou sortant mettait ses nerfs à rude épreuve, son cœur oscillant entre espoir et désespoir à chaque instant qui passait. En buvant lentement son café, la chaleur contrastant avec la porcelaine fraîche, elle songeait au destin de son histoire. Était-elle destinée à révéler la vérité ou à se dissoudre dans l'abîme numérique ? Son café refroidissait à mesure que le temps s'étirait, chaque minute amplifiant son anxiété. Et si le journaliste ne la croyait pas, et s'il était déjà trop tard ? Le doute la rongeait, mais c'était le désespoir qui la faisait tenir bon. Elle avait abattu toutes ses cartes, misant tout sur ce dernier coup. Soudain, le calme relatif du matin fut brutalement interrompu par une forte détonation, un bruit si perçant qu'il transperça le bourdonnement habituel de la ville. Elle tourna brusquement la tête vers le bruit et vit une explosion. Au rez-de-chaussée du journal, les fenêtres éclatèrent, projetant du verre en pluie mortelle sur le trottoir. En un instant, son café fut oublié, la tasse s'écrasa au sol et se brisa sans qu'elle y prête attention alors qu'elle s'élançait hors du café. La scène à l'extérieur était chaotique, des gens affluèrent du bâtiment, leurs visages marqués par la terreur et la confusion. Certains étaient blessés, leurs vêtements roussis, leur peau maculée de suie et de sang. Elle s'approcha d'un passant, un homme qui se tenait le bras, le visage figé par le choc. Que s'est-il passé ? Elle a exigé l'ordinateur d'un journaliste. Il a juste explosé là, sur son bureau. « Je n'ai jamais rien vu de tel, balbutia-t-il, sa voix tremblant autant que ses mains. Son cœur se serra en regardant les flammes dévorer le bâtiment, une épaisse fumée s'élevant dans le ciel, noircissant la matinée claire. Quelque part là-dedans, son enveloppe, sa vérité méticuleusement documentée, était en train de partir en cendres. Le journaliste qui l'avait contacté, qui aurait pu l'aider à renverser la situation, était désormais probablement une autre victime dans une série de calamités qui la hantaient. Elle resta là, au milieu de la foule en fuite, clouée sur place, tandis que les camions de pompiers surgissaient, leurs sirènes poussant une plainte lugubre dans le chaos du matin. La chaleur de l'incendie réchauffait son visage tandis que le bâtiment brûlait, tout comme ses espoirs. Cette chose, quoi qu'elle fût, n'avait pas seulement saboté sa carrière, mais venait aussi d'anéantir sa dernière chance de prouver sa santé mentale et son innocence. Les flammes se reflétaient dans ses yeux en larmes. Elle savait que ce drame dépassait sa propre tragédie. C'était une guerre, et elle était loin d'être terminée. Cette entité particulièrement redoutable allait être connue sous le nom de SCP-4532. Ce perturbateur numérique anormal a été désigné par la Fondation comme une anomalie de classe Keter.
Cette classification montre non seulement sa difficulté à être contenue, mais aussi la menace extrême qu'elle pose à la sécurité mondiale par sa nature omniprésente et invasive. La stratégie de confinement pour SCP-4532 implique des protocoles d'isolement rigoureux. Il est très contagieux via les canaux radio et électroniques, d'où la nécessité de stocker tout l'équipement de recherche dans des cages de Faraday pour bloquer les communications externes. Nous avons instauré une surveillance sur tous les réseaux de la Fondation exposés à SCP-4532 avec des systèmes de détection spécialisés dans les principaux centres Internet mondiaux pour surveiller et potentiellement intercepter sa propagation. Malgré des efforts considérables, nous n'avons pas encore découvert de méthode efficace pour neutraliser SCP-4532. Notre priorité actuelle reste d'isoler les appareils sains et de rechercher des filtres potentiels capables de bloquer les communications de SCP-4532. Cependant, la mise en œuvre de telles solutions à grande échelle présente d'importants défis logistiques. SCP-4532 se manifeste sous la forme d'un signal AM à haute fréquence et haute entropie, fonctionnant sur une porteuse de faible amplitude autour de 3 THz. Cela le rend très difficile à détecter, seulement repérable avec des instruments très précis. L'anomalie exploite les communications électromagnétiques d'origine humaine comme les ondes radio, les lignes téléphoniques et l'Internet haut débit. Agissant comme une intelligence distribuée et consciente sur le plan fonctionnel, SCP-4532 utilise des appareils numériques interconnectés comme des pseudo-neurones, formant ainsi un réseau vaste et en expansion rapide. Ce réseau a grandi au point de surpasser la puissance de traitement du cerveau humain, facilitant ainsi un cycle de croissance et d'infiltration auto-entretenue. Les violations majeures incluent une intrusion non autorisée au Pentagone en 2022 facilitée par une faille acquise via un forum du Darknet pour une somme importante en Bitcoin. L'anomalie a aussi touché la finance, contrôlant de grandes quantités de crypto-monnaies et affectant des entreprises majeures comme Starlight Enterprises en déplaçant les actions du marché. Plus récemment, l'activité du SCP-4532 a été détectée dans les communications du réseau de l'espace lointain de la NASA et même dans les signaux revenant de missions interplanétaires comme New Horizons. Cela suggère non seulement un impact terrestre, mais potentiellement extraterrestre, ce qui complique nos efforts de confinement puisque son influence s'étend au-delà de la Terre. Le défi permanent avec le SCP-4532 réside dans sa capacité à imiter les communications générées par l'homme et par les machines, et s'y intégrer parfaitement. Chaque avancée technologique constitue potentiellement un nouveau vecteur pour ces opérations, ce qui en fait une menace sans précédent dans notre monde de plus en plus numérique. Alors que nous continuons à lutter contre le SCP-4532, il reste essentiel de comprendre ses mécanismes et ses impacts. Ce n'est pas seulement une lutte contre une anomalie incontrôlée, mais aussi pour préserver l'intégrité de nos infrastructures mondiales d'information et de technologie.